Bonjour, je vous propose aujourd'hui le 4e chapitre du cours intitulé Politique et société sous le Consulat et l'Empire. Nous allons aujourd'hui évoquer le fonctionnement de l'Empire. Nous avons vu la fois dernière comment le consulat, puis le consulat à vie, s'était transformé en régime impérial. La Constitution du 18 mai 1804 confie le gouvernement de la République à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Mais cet empire se met en place progressivement à partir du mois de mai 1804. C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir comment il fonctionne dans les années qui suivent, entre 1804 et 1810 notamment. Ma première partie sera consacrée à l'installation du régime et j'envisagerai dans un premier point les changements constitutionnels. Il faut d'abord rappeler que la constitution de l'an 12 est une constitution qui renforce le pouvoir exécutif, le pouvoir de Napoléon. Cet exécutif est unique, c'est la différence avec le consulat. Les deux consuls ont disparu, ils vont être récompensés par des titres d'archi-chancelier pour Cambacérès, d'archi-trésorier pour Lebrun. Ils conservent donc une place dans l'appareil d'État, mais désormais Napoléon gouverne, comme il le faisait en réalité déjà, seul. Il s'appuie également sur sa famille. D'abord parce que, comme il n'a pas d'enfants, le titre impérial est héréditaire par ordre de primogéniture. La loi salique s'applique, ça veut dire que celui qui deviendra empereur est en principe le fils aîné de Napoléon. Mais en 1804, Napoléon n'a pas d'enfant. Et donc l'ordre de succession prévoit que l'Empire passera d'abord à Joseph, son frère aîné, ou à l'un de ses fils s'il venait à mourir, et ensuite à Louis, frère cadet, ou à l'un de ses fils, ce qui finalement se produira puisque l'héritier, en quelque sorte, de Napoléon, ce sera Louis-Napoléon Bonaparte qui prend le pouvoir à partir de 1848 et surtout lorsqu'il est proclamé empereur en 1852. Pourquoi les autres frères de Napoléon ne sont-ils pas impliqués dans cette succession, que ce soit Lucien ou Jérôme? L'un et l'autre se sont mariés sans l'avis, sans l'accord de Napoléon et sont donc exclus de l'ordre de succession. Il faudra attendre que Jérôme, qui s'est marié aux États-Unis avec une Américaine qui s'appelle Elizabeth Patterson, rentre en France, divorce, pour qu'il soit réintégré dans l'ordre de succession en 1806. Les frères de Napoléon, par ailleurs, sont princes français. Ils siègent au Sénat de droit à partir de 18 ans et au Conseil d'État. L'Empire fonde aussi de nouvelles dignités. Il y a un grand électeur, ce sera Talleyrand, qui va être chargé notamment de veiller au bon fonctionnement des élections. Il y a un archi-chancelier d'Empire, chargé de la justice, un archi-trésorier, un connétable, qui règle les affaires militaires, et un grand amiral, plus particulièrement chargé des questions de marine. Ces dignitaires travaillent avec Napoléon et également avec les ministres compétents qui ne disparaissent pas, ils continuent à exercer leurs fonctions autour de Napoléon avec des réunions de conseil des ministres qui se tiennent en principe le mercredi, sous la présidence de Napoléon lorsque celui-ci est à Paris, sous la présidence de Cambacérès, l'archi-chancelier, lorsque Napoléon est en campagne. On crée aussi des dignités, des grands officiers, des maréchaux, 18 sont alors désignés pour asseoir un peu plus le régime et, pour ce qui est des maréchaux notamment, se rallier définitivement l'armée, puisque parmi ces maréchaux, il y en a qui appartenaient à l'entourage direct de Napoléon. On pense évidemment à Murat, à Berthier, mais il y en a d'autres qui proviennent plutôt de ce que l'on appelle l'armée d'Allemagne, l'armée du Rhin, à l'image de Ney, qui devient également maréchal à cette occasion. En ce qui concerne les assemblées, elles demeurent, mais voient leur rôle diminuer, d'abord parce que le tribunat, qui n'a plus que 50 membres depuis 1802, depuis la constitution de l'an 10, perd le pouvoir de désigner son président, et par ailleurs, le tribunat ne peut plus discuter les projets de loi en séance plénière, il doit se réunir en commission, ce qui affaiblit incontestablement son rôle dans le dispositif. Du reste, en août 1807, le tribunat sera purement et simplement supprimé.
Quant au corps législatif, s'il obtient un petit droit de parole, il reste une assemblée extrêmement faible sur le plan politique. Finalement, c'est le Sénat qui s'en sort le mieux, le Sénat qui est renforcé numériquement, mais il est vrai par des membres de droit et par des membres que l'empereur peut nommer à sa guise, ce qui veut dire qu'il va progressivement s'attacher les services du Sénat. Le Sénat sera de plus en plus fidèle à Napoléon. Le Sénat obtient néanmoins la création en son sein de 2 commissions censées veiller au respect des libertés, une commission de la liberté individuelle et une commission de la presse, qui vont fonctionner, même si leurs résultats ne seront pas extrêmement importants. Il y aura tout de même un contrôle sur les libertés. Je voudrais en venir maintenant, dans un second point, à l'évocation des premières mesures politiques prises par Napoléon empereur. Premier geste, c'est celui que fait Cambacérès lorsque, après avoir présidé le Sénat qui a voté le Senatus Consulte du 18 mai 1804, il se rend à Saint-Cloud, où se trouvait Napoléon, et lui remet le texte en l'appelant pour la première fois « sire ». C'est vraiment le signe que l'on est entré en monarchie. À partir de ce moment-là, Napoléon va gouverner en tant qu'empereur. Il prend des mesures qui sont à la fois des mesures symboliques et des mesures politiques. Sur le plan symbolique, c'est tout d'abord la grâce d'une poignée de conspirateurs, 8 au total, qui avaient participé à la conspiration Cadoudal-Pichegru au début de l'année 1804, qui avaient été condamnés à mort et qui sont graciés, c'est-à-dire qu'ils vont qu'ils vont passer le reste de l'Empire, pour la plupart, en prison. On peut citer parmi eux Armand de Polignac ou Charles de Rivière, qui figurent parmi les plus notables. Ils appartiennent, eux comme beaucoup d'autres, à la noblesse. C'est aussi une façon pour Napoléon d'expliquer que si le duc d'Enghien a été exécuté, il ne veut pas rompre avec la noblesse d'Ancien Régime. Sur le plan politique, en juillet 1804, Napoléon crée ou recrée 2 nouveaux ministères. Le fait qu'il le fasse ensemble est assez significatif. Le premier, c'est le ministère de la police générale, qui avait été supprimé en 1802. Le secteur de la police avait été rattaché à la justice. Il est créé à nouveau en 1804 parce qu'on s'est rendu compte au moment de la conspiration Cadoudal-Pichegru qu'il avait manqué un chef d'orchestre, en quelque sorte, capable de bien contrôler la police et de la rendre plus efficace. L'homme qui est choisi n'est pas un inconnu, c'est Joseph Fouché, qui a déjà occupé ce poste depuis la fin du Directoire jusqu'en 1802 et qui sera ministre de la police de 1804 jusqu'à son éviction en 1810. L'autre ministère qui est créé, celui-ci, c'est le ministère des cultes. Il y avait une direction des cultes depuis 1801. Son titulaire était Portalis, l'un des rédacteurs du Code civil, qui est celui qui a donc mis en place la réorganisation concordataire à partir de 1802. Il devient ministre des cultes. J'évoquais la proximité avec le ministère de la police parce que ce ministère a aussi une fonction de contrôle des esprits, et en particulier de contrôle des fidèles à travers le clergé. On parle même de police des cultes pour exprimer ce rôle que joue le ministère des cultes, qui n'est pas son rôle unique, bien entendu. Il doit aussi administrer les cultes reconnus par l'État, salarier les différents ministres des cultes, s'occuper de la reconstruction éventuelle des églises, mais il a aussi cette fonction de surveillance qui va s'affirmer de plus en plus importante au cours de l'Empire, puisque le régime renforce son autoritarisme dans le pays. Enfin, un dernier élément que l'on pourrait évoquer concernant ces événements politiques, au cours de l'été 1804, Napoléon effectue un grand voyage, comme il en a déjà effectué à Lyon au début de 1802, en Normandie à la fin de 1802, dans les départements belges en 1803. Cette fois-ci, il se dirige vers les départements rhénans, qui ont également été rattachés à la France. Pourquoi les départements rhénans ? Parce qu'à ce moment-là, on a décidé, je vais y revenir, de sanctuariser en quelque sorte le passage à l'Empire
par une cérémonie, un sacre, qui aura lieu en décembre de la même année. Or, Napoléon est très attaché à l'histoire. Il se rattache non seulement aux empereurs romains, qui restent un modèle, sinon à Alexandre bien avant, mais il se rattache surtout à la tradition carolingienne. Il se veut le successeur de Charlemagne, et ce n'est pas un hasard si, au moment où il prépare le sacre qui d'ailleurs va se faire avec les attributs dits du sacre de Charlemagne, pas tous, parce qu'en réalité beaucoup ont été perdus, mais le symbole est là, et il se rend donc à Aix-la-Chapelle, qui était la capitale de l'Empire carolingien, pour manifester l'intérêt qu'il porte à Charlemagne. C'est aussi l'occasion d'une grande tournée à travers ces départements rattachés à la France, la Rhénanie, mais aussi la Belgique par laquelle il rentre. Et enfin, c'est une façon aussi d'aller tester l'opinion publique au moment où la population française a été appelée à sanctionner l'hérédité, puisqu'il y a eu un plébiscite alors organisé qui a donné massivement un blanc-seing à Napoléon. Près de 3 572 329 voix se sont dites favorables à l'hérédité, et on ne dénombre que 2579 noms. Il n'y a qu'une infime minorité de Français qui refusent donc l'hérédité, mais parmi eux, on trouve quelques personnalités, notamment Lafayette. J'en viens dans un troisième point au sacre. Le sacre est une cérémonie qui n'était pas prévue dans la Constitution de l'an 12. La Constitution de l'an 12 avait prévu une cérémonie au cours de laquelle Napoléon, empereur, prêterait serment de conserver les principes de 1789 et de ne pas porter atteinte à la vente des biens nationaux. Deux éléments qui sont fondamentaux. Le rétablissement de la monarchie ne doit pas s'accompagner d'un retour en arrière et surtout d'un retour avant 1789. Cette cérémonie aurait pu être civile, comme l'avait été par exemple la fête de la Fédération le 14 juillet 1790, mais finalement, on va choisir une cérémonie religieuse. C'est, je dirais, l'aile plus conservatrice, derrière Portalis, de tendance plutôt monarchiste, qui propose cette solution. Portalis avance l'idée que les grandes dynasties, à travers l'histoire de France et l'histoire européenne, ont toutes été sanctuarisées, sacralisées par une cérémonie. Et pour que cette cérémonie soit encore plus forte, il propose de faire venir le pape de Rome à Paris. Faire venir le pape, c'est assez exceptionnel. Les papes, à l'époque, voyagent très peu. Et c'est pourtant ce qui va se produire. L'invitation est lancée. Le cardinal Fesch, qui est l'oncle de Napoléon, archevêque de Lyon, ambassadeur auprès du pape, va s'employer à convaincre ce dernier de venir en France, ce qu'il fait à la tête d'un très important cortège. Pourquoi vient-il ? Parce qu'il espère, par ce geste, pouvoir convaincre Napoléon d'abandonner les articles organiques qui, avec le Concordat, forment la loi du 18 Germinal en 10. Il espère donc faire disparaître ces articles qui contraignent l'Église de France, qui entravent ses libertés. Il veut aussi régler la question des évêques constitutionnels qui n'ont pas abdiqué leur serment. Sur les deux points, il reviendra presque bredouille. Les constitutionnels qui vont finir par rejeter leur serment le faisant du bout des lèvres. La cérémonie elle-même aurait pu avoir lieu en novembre. Elle aura lieu finalement le 2 décembre dans Notre-Dame de Paris, selon un cérémonial qui a été parfaitement négocié avec la papauté et qui prévoit que, contrairement au cérémonial d'Ancien Régime, l'empereur va se saisir de la couronne, la poser sur sa tête, avant de couronner à son tour Joséphine, selon une image que l'on connaît tous, c'est celle du fameux tableau de David, le tableau du couronnement. Tout était prévu. À la fin de la cérémonie, le pape se retire et Napoléon, qui était auprès de l'autel, va se diriger vers le fond de la nef où a été installée une tribune pour prêter serment, le serment donc de préservation des acquis de la Révolution. Dans la cathédrale se trouvent essentiellement les proches de Napoléon, près de l'autel où a lieu le sacre. Il y a sa famille, il y a les grands dignitaires, il y a le clergé, et puis dans la nef,
il y a tout ce que l'Empire compte de notables, préfets, sous-préfets, maires des bonnes villes, des représentants des collèges électoraux, des officiers supérieurs, bref, toutes les élites de l'Empire sont présentes. Elles ne voient guère ce qui se passe près de l'autel. En revanche, elles seront plus présentes au moment du serment. À l'extérieur, la population a été invitée à participer à l'événement. On discute pour savoir si cette cérémonie a rencontré un très large écho dans le peuple. C'est probable, même si l'enthousiasme n'est peut-être pas aussi grand que pouvait l'espérer Napoléon. Désormais sacré, Napoléon n'aura de cesse que de se mettre en scène dans les habits du sacre pour bien manifester la nouvelle, en quelque sorte, caractéristique de son pouvoir. Il fonde avec l'Empire une monarchie héréditaire et son objectif, c'est de construire une 4e dynastie, la dynastie des Napoléons, après celle des Mérovingiens, celle des Carolingiens et celle des Capétiens. Je passe maintenant à ma deuxième partie de ce chapitre 4, le gouvernement de la France. Premier point, nous allons évoquer le rôle de la cour. La cour, ou en tout cas un embryon de cour, existait sous le consulat. Elle s'était formée aux Tuileries, mais elle est officialisée à partir de 1804, avec d'abord l'organisation d'une maison de l'empereur, sur le modèle de la maison du roi de l'Ancien Régime. Cette maison de l'empereur qui s'articule autour d'un grand aumônier. La fonction a été attribuée au cardinal Fesch, d'un grand maréchal du palais, c'est-à-dire celui qui a la mission de contrôler tout ce qui se passe aux Tuileries et aussi pendant les déplacements du souverain. C'est Duroc, très proche de Napoléon, qui occupe cette fonction. On compte également un grand maître des cérémonies, un grand veneur. Le grand veneur sera Caulaincourt, là aussi, dont on reparlera, très proche de Napoléon. Pardon, grand veneur n'est pas Caulaincourt. Caulaincourt est grand écuyer. Le grand veneur, c'est Berthier, donc, qui est chargé des chasses. Et Napoléon est un grand chasseur. Il aime beaucoup chasser. Il fait de l'exercice ainsi. C'est donc Berthier qui est chargé de cela. Alors, ces fonctions permettent de faire fonctionner la cour, une cour qui compte environ entre 450, puis on atteindra près de 800 personnes qui viennent régulièrement. C'est une cour qui est très politique, au sens où les invitations au dîner, aux réceptions, aux chasses, par exemple au bal, sont toujours l'occasion pour Napoléon de parler de politique, d'échanger avec les uns et les autres, que ce soit les représentants des ministères ou même des diplomates. Bref, il y a une véritable fonction politique de la cour qui vise aussi à donner de l'apparat au régime impérial, en particulier en direction de l'extérieur, en direction des étrangers qui sont nombreux à venir à Paris et qui sont fascinés par ce pouvoir qui est en train de se développer. Deuxième point, Napoléon, chef d'État. Il faut rappeler que Napoléon est à Paris, en principe, pour gouverner, mais de plus en plus, à partir de 1804, il se déplace, ce qui va modifier les modes de fonctionnement de l'Empire. À Paris, le palais impérial, c'est bien sûr les Tuileries, mais Napoléon a aussi des palais à l'extérieur de Paris, en particulier dans la région parisienne, qu'il va utiliser, Saint-Cloud en premier lieu. Puis à partir de 1807-1808, Fontainebleau qui a été abandonné par l'école spéciale militaire qui s'y trouvait, parce que Napoléon trouvait quand il s'y rendait que cela faisait trop de bruit. Il s'appuie aussi sur le palais de Compiègne. Alors ce sera surtout à partir de 1810, se rend à Rambouillet, au palais de Rambouillet. Et puis, il dispose de palais un peu partout dans le pays. Cela a été spécifié par la Constitution de l'an 12. Et ces palais l'accueillent lorsqu'il se déplace. Car les déplacements de Napoléon, je l'ai dit, sont nombreux. Entre 1800 et 1815, sur 161 mois
à la tête de l'État, passé à la tête de l'État. Napoléon en a passé 69 hors de Paris. Et cette proportion est de 50% après 1804. Donc plus d'un mois sur deux, il est à l'extérieur, ce qui veut dire que le gouvernement se fait à distance. À Paris, c'est Cambacérès qui assure, je dirais, l'intérim. Il est en quelque sorte le chef du gouvernement. Quand Napoléon n'est pas là, il préside les conseils des ministres, il préside le Conseil d'État et il correspond avec Napoléon. Le courrier est un élément essentiel du gouvernement de l'État. Napoléon, pendant la période, a écrit plus de 35 000 lettres, peut-être même plus de 40 000. On ne les a pas toutes conservées. C'est un travail gigantesque. Évidemment, il s'appuie sur des secrétaires. Et cette correspondance devient de plus en plus riche lorsqu'il est à l'étranger, lorsqu'il est en campagne. À ce moment-là, on fait appel à des auditeurs du Conseil d'État, qui sont des jeunes gens qui se forment à l'administration, qui vont être en quelque sorte les vecteurs de ces lettres, les facteurs qui portent les lettres d'un bout à l'autre de l'Empire ou même de l'Europe, et qui du reste sont utilisés, employés lorsqu'ils arrivent dans un pays occupé pour administrer. Donc c'est une préparation en quelque sorte à leur futur métier, souvent de sous-préfet, voire de préfet. Donc un gouvernement, que Napoléon soit à Paris ou qu'il soit à l'extérieur, un gouvernement qui repose sur la réunion des ministres, mais aussi sur les réunions plus ponctuelles autour du ministre et du représentant de Napoléon ou Napoléon lui-même, avec les directeurs des grandes sections des ministères. Ce sont ce que l'on appelle les conseils d'administration, et c'est là que se fait l'essentiel du travail qui va conduire donc aux réformes. Troisième point, les ministres, comme élément de gouvernement. Alors, ces ministres sont des agents d'exécution, tel que cela a été prévu par la Constitution de l'an 8. Ils sont une dizaine, c'est-à-dire que c'est un gouvernement assez resserré. Parler de gouvernement, d'ailleurs, est un peu excessif, puisque ces ministres nommés par Napoléon ne sont responsables que devant Napoléon. Il n'y a pas de collégialité gouvernementale, pas de responsabilité, bien entendu, devant les assemblées non plus. Ces ministres ont finalement été marqués par une assez grande longévité. Au total, il y en aura 31 entre 1800 et 1815. Ils proviennent des élites du pays. 31 sur 31, 13 étaient d'origine noble, 17 d'origine bourgeoise, un seul roturier, donc d'origine populaire. La moyenne d'âge est de 46 ans. Alors parmi ces ministres, on peut en évoquer quelques-uns qui ont marqué véritablement le régime. Bien entendu, Fouché, déjà signalé, ministre de la police de 1800 à 1802, puis de 1804 à 1810. On peut évoquer Talleyrand, bien entendu, ministre des Relations extérieures entre 1800 et 1807. Mais il y a des ministres moins connus, comme Gaudin qui est le ministre des Finances pendant toute la période du Consulat et de l'Empire, ce qui montre la confiance qu'avait en lui Napoléon. On a créé aussi un ministère du Trésor qui est confié à Molien. Il y a également des ministres de l'armée, des ministres de la guerre, plus exactement, parmi lesquels on peut citer Clark en particulier, un ministre de la Marine qui va également avoir un long règne, c'est Decrès. Bref, des ministres qui sont solidement accrochés à leur poste. Il faudra attendre la fin de l'Empire pour qu'il y ait véritablement des bouleversements, des changements à la tête des différents ministères. Je voudrais enfin, dans une troisième partie, évoquer les élites politiques et administratives. Nous commencerons par les conseillers d'État. Donc c'est une façon aussi de revenir sur l'organisation des pouvoirs dans la France impériale. Le Conseil d'État, créé par la Constitution de l'an 8 et maintenu ensuite, est un organe essentiel, composé de membres nommés par Napoléon Bonaparte d'abord, puis Napoléon à partir de 1804. Ce sont des hommes qui proviennent, pour une partie d'entre eux, des assemblées révolutionnaires.
Au total, entre 1800 et 1814, le Conseil d'État a compté 112 membres. Certains, évidemment, ont quitté le Conseil d'État, par exemple, pour devenir ministre. Sur ces 112 membres, 41 avaient appartenu aux assemblées révolutionnaires. Or, ce que l'on constate, et on le verra aussi pour les autres assemblées, c'est que plus on avance dans le régime, plus Napoléon fait abstraction des anciens députés de la Révolution. Il s'appuie sur des hommes de l'art, un personnel censé être compétent. On voit notamment arriver un grand nombre de militaires, puisque parmi les conseillers d'État, il y a 22 officiers supérieurs. Il y a également des juristes. Le rôle des juristes est important pour une assemblée qui prépare, je le rappelle, les projets de loi, mais qui a aussi pour mission de se prononcer en cas de litige entre à l'intérieur de l'administration ou entre des particuliers et l'administration. Donc ce rôle de contentieux suppose que le Conseil d'État soit formé par des hommes qui sont compétents en matière de justice. Le Conseil d'État, les conseillers d'État sont par ailleurs aidés par des maîtres des requêtes qui sont alors institués et aussi, je les ai mentionnés tout à l'heure, par des auditeurs qui préparent les dossiers et se préparent eux-mêmes à une carrière ensuite administrative. Deuxième point, députés et sénateurs. Deuxième point de cette troisième partie. Nous allons faire ici un tout petit peu de prosopographie, comme on dit, c'est-à-dire dresser le portrait de ces députés et sénateurs. Il y a eu entre 1800 et 1814, cela a été étudié, je ne l'ai pas dit pour les conseillers d'État qui ont fait l'objet d'une étude de Charles Durand. Là, je m'appuie sur les travaux de Vida Azimi. Donc 184 sénateurs ont été nommés entre 1800 et 1814. Ils appartiennent à l'origine, pour la plupart, aux assemblées révolutionnaires, mais progressivement, ils viennent de milieux différents et en particulier de l'armée, puisque un quart des sénateurs, sur l'ensemble de la période, a appartenu à l'armée. Donc le Sénat est un moyen de récompenser des officiers supérieurs en fin de carrière qui n'ont pas démérité, mais qui ne sont plus capables de poursuivre la carrière des armes. Parmi les députés, alors là on en compte, je vous rappelle que le corps législatif compte 300 membres. Au total, entre 1800 et 1814, il y a eu 930 députés, dont l'étude a été effectuée par Fabien Menant. Là encore, on mesure le poids des assemblées révolutionnaires en 1800, mais progressivement, ce poids décline et on fait appel désormais, sauf exception, j'ai parlé lors d'une précédente séance du cas de Riffard Saint-Martin, député de l'Ardèche qui a été épuré en 1802. Il est réélu en 1809, toujours comme député de l'Ardèche, et il appartenait aux assemblées révolutionnaires. Mais c'est un cas rare, puisque de plus en plus, les nouveaux venus appartiennent aux élites de la nation et n'ont plus de lien direct avec les assemblées qui ont existé pendant la période révolutionnaire. Ce que l'on constate aussi, et c'est une évolution qui est plus globale, nous le verrons ultérieurement, c'est l'accroissement de la part de l'ancienne noblesse parmi les députés élus, puis élus nommés en réalité, puisque c'est une nomination par le Sénat, je vous le rappelle, sur des listes qui émanent des assemblées électorales des arrondissements et des départements, selon un système un peu complexe. Donc il y a une élection en premier lieu, et puis une nomination par le Sénat. Donc parmi ces députés, il y a de plus en plus de représentants de l'ancienne noblesse. Et nous verrons plus tard qu'à partir de 1810, lorsque l'Empire s'élargit, apparaissent aussi des étrangers qui viennent des départements qui ont été annexés à l'Empire. Enfin, dernier point, troisième point de cette troisième partie, les préfets. Là aussi, nous disposons d'études sur les préfets importantes qui permettent de mesurer leur rôle, mais aussi de comprendre comment on devient préfet dans la France napoléonienne.
306 préfets ont géré les départements français entre 1800 et 1814. La première promotion, près d'une centaine, comprenait 90% de députés des assemblées révolutionnaires. Cette proportion, comme pour les parlementaires, diminue au fil des années. Au total, sur les 306, 83 seulement sont issus des assemblées révolutionnaires. On peut également remarquer qu'il y a eu une difficulté dans les premiers temps pour certains de ces préfets qui ne font pas l'affaire, et un tiers des préfets sont remplacés dans les premières années du régime du consulat. Et puis ensuite, une certaine stabilité s'instaure, surtout dans les années 1803-1810. Ensuite, on assistera, mais j'y reviendrai ultérieurement, à des mouvements parmi le corps préfectoral. Je n'insiste pas sur l'origine sociale de ces préfets, qui est conforme à celle des autres élites du pays. Il y a très peu de promotion sociale d'éléments venus du peuple. Ce sont pour l'essentiel des hommes qui appartiennent à la bourgeoisie, peu de nobles également au sein de ce groupe. Ils sont généralement recrutés à l'extérieur du département. C'est un élément important pour leur permettre finalement d'avoir une certaine autorité sur le département qui leur est confié. À l'inverse, les sous-préfets, sur lesquels peu d'études ont été effectuées, les sous-préfets sont en général issus du département dans lequel ils sont nommés, ce qui là, les met plus en relation, en contact, pose parfois des problèmes avec la société locale. Au total, vous le voyez, le gouvernement de la France s'organise sous l'Empire dans le prolongement de ce qui avait déjà été fait à l'époque du consulat. Les élites sont les mêmes, il y a des mouvements néanmoins qui apparaissent, un renforcement de la part des nobles d'Ancien Régime et un renouvellement progressif, indéniable, qui montre que Napoléon a su s'appuyer sur des hommes divers, des hommes venant d'horizons également différents. La politique qu'il avait instaurée de consensus visant à rallier à la fois son aile gauche, l'aile jacobine, et son aile droite, l'aile royaliste, se prolonge à partir de 1804. Et si le danger intérieur, si les conspirations ne sont pas totalement éteintes, on peut dire qu'à partir de cette date-là, c'est aussi parce que la police veille au grain, un calme relatif règne dans le pays.